Selon Khaji Asif, ils commettaient des actes de terrorisme contre les forces communistes. Ils commettaient des actes terroristes contre l'Union soviétique. Ils menaient des actions terroristes en Afghanistan. C'est ce qu'il a dit, et c'est la vérité. À l'époque, cela était considéré comme légitime par les Américains. Vous savez, les libéraux pakistanais étaient tous dans la rue en disant « Nous voulons la paix ». La veille de la guerre, il y a eu une manifestation à Lahore, organisée par le Joint Action Committee et la Commission des droits de l'homme du Pakistan. Ils disaient tous « Nous voulons la paix, nous voulons la fin du terrorisme ». Mais Arnab Goswami disait « Nous allons prendre le contrôle du pays, nous allons les pulvériser ». Certains disaient « Nous allons en faire un nouveau Gaza », etc. C'est fou. Je travaille chaque jour comme militant politique contre l'establishment. Je sais exactement quelle est la situation. Il n'y a pas de coup d'État dans ce pays. Il n'y a pas d'effondrement de l'État ici. S'il vous plaît, ne dites pas cela. Nous avons besoin de paix dans la région. Nous avons besoin de développement pacifique, de science, de technologie et de croissance. Et l'Inde est en train de croître. Alors pourquoi voudriez-vous semer le trouble et vous créer des problèmes? Vous vous développez si rapidement. Continuez à croître. Nous essaierons aussi de rattraper notre retard. Laissez-nous tranquilles. Ne touchez pas au traité sur l'eau. L'armée n'est pas intéressée. Cela aussi est totalement incorrect. Pendant la période de Musharraf, nous avons eu un dialogue approfondi entre l'armée pakistanaise et l'armée indienne, entre les services de renseignement pakistanais et indiens, et nous avons créé une force conjointe d'action pour lutter contre le terrorisme. S'il vous plaît, pour commencer, nous devrions parler de la désescalade entre l'Inde et le Pakistan, afin que nous puissions entamer une démilitarisation. À partir de là, en effet, l'épanouissement de mouvements autonomes pour la liberté pourra avoir lieu. Qu'en pensez-vous? Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Indian Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir le professeur Taimur Rahman. Le professeur Rahman est un militant politique et musicien pakistanais, actuellement secrétaire général du Mazdoor Kisan Party. Pour nos spectateurs internationaux, il s'agit d'un parti des travailleurs et des paysans. Il est aussi le guitariste principal et le porte-parole du groupe de musique progressiste LAL. Il enseigne la science politique à la Lahore University of Management Sciences depuis 2002. Il a également enseigné l'économie à la Lahore School of Economics de 1998 à 2003. Professeur Rahman, bienvenue à nouveau dans India and Global Left. Merci beaucoup. Vous avez à peu près raconté tout mon CV à tout le monde, donc je suppose que je suis satisfait. Merci infiniment. Je suis très heureux d'être ici. Je souhaite bien sûr discuter de la relation entre l'Inde et le Pakistan, et nous communiquons depuis un certain temps, mais je suis heureux que nous ayons pu nous rencontrer après le cessez-le-feu, afin de pouvoir nous concentrer davantage sur les questions urgentes et de longue date. Mais pour nos téléspectateurs internationaux, ceux qui ne sont pas nécessairement originaires d'Asie du Sud, permettez-moi de donner un très bref contexte. Le 22 avril, 25 touristes en Inde et un habitant du Cachemire ont été tués lors d'une attaque terroriste odieuse. Suite à cela, les médias indiens ont alimenté une hystérie de guerre,
l'Inde ayant refusé d'ouvrir des canaux diplomatiques ou d'autoriser toute négociation par un tiers, et ayant décidé de prendre des mesures punitives, en commençant par la suspension du traité des eaux de l'Indus. Le 7 mai, l'Inde a frappé en profondeur sur le territoire pakistanais, visant ce qu'elle a qualifié d'infrastructure terroriste. Le Pakistan a déclaré qu'au moins 26 civils avaient été tués. Le Pakistan a également affirmé avoir abattu 5 avions indiens, ce que l'Inde dément, mais des sources internationales ont confirmé que l'Inde a probablement perdu au moins 2 à 3 appareils. Cela a été suivi par une série d'attaques de drones et de missiles, ainsi que des déploiements militaires des deux côtés, avant qu'un cessez-le-feu tant attendu ne soit obtenu le 10 mai. Désormais, selon les agences de presse ANI et PTI en Inde, le calme est revenu et les armes se sont tues. Professeur Raman, il y a tellement de choses à aborder, mais je pense en tant qu'Indien que nous devrions commencer par les médias indiens, qui, à mon avis, sont les principaux architectes de la fabrication de ce consentement à la guerre. Tout a commencé avec les chaînes de télévision, qui ont fait le gros du travail en martelant l'idée qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que la guerre. Mais ensuite, une fois l'escalade amorcée, ce sont les voix plus raisonnables, les médias d'élite, les libéraux, qui sont venus se joindre au mouvement, affirmant qu'il n'y avait qu'une seule option, la riposte, pour donner une leçon au Pakistan. En tant que Pakistanais qui s'est fermement opposé à la guerre des deux côtés, quel est votre point de vue sur la manière dont les médias indiens ont fabriqué ce consentement à la guerre? Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très reconnaissant d'avoir l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet. Et la première chose que je souhaite dire, naturellement, c'est que je tiens à exprimer ma sympathie envers les victimes de l'attaque de Pahalgam, les familles des personnes qui ont été brutalement assassinées lors de cet acte odieux de terrorisme. Mon cœur, ma sympathie vont vers eux. Les médias indiens, comme vous l'avez justement souligné, constituent un véritable cas d'étude. Je pense qu'il devrait y avoir plusieurs articles écrits à ce sujet. Je pense que dans les 5 ou 6 prochaines années, les spécialistes des médias auront fort à faire. Je ne peux en parler que de l'extérieur, mais je pense que 2 choses se sont produites. La première, bien sûr, c'est que partout dans le monde, la technologie de la communication de masse a été entièrement transformée. Nous sommes passés des chaînes de télévision et de radio traditionnelles que seul l'État pouvait mettre en place, ou pour lesquelles seul l'État disposait des ressources économiques nécessaires, à un monde où les capitalistes eux-mêmes, entrepreneurs, hommes d'affaires et même de très petites entreprises ont la capacité financière de créer des plateformes pouvant désormais atteindre une vaste audience. Cette transformation s'est produite, bien entendu, grâce à la télévision par câble d'une part, mais aussi d'autre part grâce aux réseaux sociaux. Il s'agit donc d'une transformation technologique. Et comme Marx et Engels aimaient toujours le dire, chaque fois qu'il y a une transformation technologique, il y a toujours une transformation des rapports de production. Ainsi, toute l'économie politique de la communication de masse a été complètement transformée. Et les personnes qui étaient au fait de cette transformation, celles qui avaient l'argent, les moyens et la compréhension que le paysage médiatique avait changé, ont été très rapides à en tirer parti. Ce n'était pas le parti du Congrès. Ce n'était pas la gauche, ni au niveau mondial, ni même en Inde ou au Pakistan. C'est à l'échelle mondiale la droite qui a su profiter de ces nouvelles opportunités. Et ce sont eux qui en reconnaissent le plus l'importance, que l'on parle d'Elon Musk, reprenant Twitter, du fonctionnement de Facebook, et ainsi de suite, ou de la manière dont les réseaux sociaux fonctionnent à l'échelle mondiale. Donc, en Inde, je pense que l'on voit que le BJP a été extrêmement efficace.
la droite modérée a été extrêmement efficace pour s'approprier ou créer les structures institutionnelles et les réseaux nécessaires afin de promouvoir leur point de vue et d'utiliser ces nouveaux médias à cette fin. Je disais dans une autre interview que je regardais Doordarshan quand j'étais enfant, parce que cela arrivait à Lahore, et c'est toujours le cas, par l'antenne, etc. La réception n'était pas très bonne, mais on arrivait toujours à la capter, alors on la regardait. Quand on se lassait de PTV, on passait à Doordarshan. Et tu sais, les informations là-bas étaient assez différentes. Le style des informations sur PTV comme sur Doordarshan était très différent. Le style, c'était que la retenue était de mise. Il fallait parler de façon très formelle. La formalité était essentielle. Des deux côtés, même lorsqu'ils parlaient de guerre, ils le faisaient toujours dans un style extrêmement formel. C'était parfois assez ennuyeux, parce qu'ils parlaient de choses très graves, mais ils en parlaient d'une manière tellement monotone qu'on aurait dit qu'ils parlaient de la météo ou autre chose du genre. Et maintenant, nous voyons l'inverse. Nous voyons que les choses les plus banales, insignifiantes et vraiment sans importance sont exagérées et présentées de manière tellement sensationnaliste que nous pensons qu'il s'agit des informations les plus importantes. Par exemple, savoir si un F-16 a été abattu, ou si un Rafale a été abattu, ou si tel avion a été abattu. Des avions que nous ne fabriquons pas, des avions que nous avons seulement achetés à d'autres. Vous savez, si les avions chinois ont fait ceci ou n'ont pas fait cela, etc. Nous n'avons pas fabriqué ces avions. Nous avons seulement acheté ces avions. Mais d'une manière ou d'une autre, notre identité nationale est associée au fait qu'un F-16 ait été abattu ou qu'un avion français ait été abattu. Je veux dire, c'est vraiment étrange. Tout cela est donc alimenté par ce nouveau type de médias et de sensationnalisme. Et je pense que vous avez tout à fait raison de souligner que nous nous attendions à ce que l'on pourrait appeler les médias hindutva ou les médias pro-BJP. Nous nous attendions à ce qu'ils intensifient la pression à ce sujet. Mais ce qui nous a vraiment surpris, en tant que Pakistanais, c'est la réaction des médias libéraux, des personnes qui connaissent en réalité bien mieux le Pakistan. Je dirais que le BJP et ses partisans ne connaissent en fait pas grand-chose du Pakistan. Lorsque je discute avec eux sur les réseaux sociaux, il m'apparaît très clairement et de façon évidente que leur compréhension du Pakistan est vraiment très très limitée. Ils ne connaissent pas les bases de ce qui s'est passé dans la politique pakistanaise. Mais des personnes comme Barkha Dutt et Shashi Tharoor, etc., eux connaissent l'histoire du Pakistan. Ils connaissent les luttes politiques qui ont eu lieu au Pakistan. Ils comprennent les dynamiques internes du pays. Et la façon dont ils ont rejoint ce mouvement nationaliste m'a vraiment surpris, m'a choqué. Je ne pense pas que les Pakistanais, je ne suis pas un libéral pakistanais. Je ne suis pas un libéral. Mais je pense que, vous savez, les libéraux pakistanais étaient tous dans la rue en disant « Nous voulons la paix ». La veille de la guerre, une manifestation a eu lieu à Lahore, organisée par le Joint Action Committee et la Commission des droits de l'homme du Pakistan. Tous disaient « Nous voulons la paix. Nous voulons mettre fin au terrorisme. Nous voulons que l'État pakistanais enquête sur l'implication de ces personnes. Nous voulons que l'État pakistanais aide à traquer ces terroristes, etc. et qu'il aide l'Inde à cet égard. Nous voulons éviter la guerre. Nous ne voulons pas d'escalade. » Et ainsi de suite. Donc oui, je pense que les médias indiens ont réussi à s'approprier le récit global concernant l'identité indienne, le nationalisme indien, et ce qui devrait ou ne devrait pas être fait en matière de politique étrangère indienne. Et les partis d'opposition au Pakistan, quoi que fasse le gouvernement, l'opposition dira toujours « non, c'est faux ». Ils remettront toujours en question ces actions. De même, au Pakistan,
Quoi que fasse le gouvernement, une grande partie des médias dira « Non, ce que vous faites est mauvais ». Une énorme partie des médias le dira. Il y a des gens qui diront « Oui, c'est tout à fait juste », mais on peut toujours s'attendre à ce que les médias critiquent et défient constamment le gouvernement. Mais en Inde, on ne voit même pas cela de la part des libéraux et du parti d'opposition. Et cela, pour moi, est en fait assez choquant. Hier soir, j'ai parlé à un Iranien, je ne citerai pas son nom, et il déteste les Israéliens. Nous parlions de l'Inde et du Pakistan hors caméra, et il a dit « ça me fait mal parce que j'admire l'Inde ». Mais la façon dont les Indiens se comportent dans les studios de télévision, même les Israéliens ne font pas ça. Je veux dire, même les Israéliens sont meilleurs. Cela explique en grande partie comment la communauté internationale perçoit cette folie qui règne dans les médias indiens. Je suis content que tu aies évoqué l'économie politique des médias. L'une des choses que je constate, c'est qu'avec la libéralisation du spectre du câble, de nombreuses chaînes ont émergé. Et ce n'était pas très lucratif parce qu'il y avait une hyper-concurrence. Et l'une des concurrences auxquelles ils faisaient face venait du secteur du divertissement. Donc ce sont les chaînes Z, Star et Sony. Elles attiraient beaucoup de téléspectateurs et naturellement, elles captaient la majeure partie des recettes publicitaires. Ce qui s'est passé avec les médias, en réalité, c'est qu'ils ont essayé de rivaliser avec le secteur du divertissement. Ils ont donc dû jouer sur les émotions et ils sont devenus davantage des animateurs que des acteurs remplissant la mission originelle des médias. Je pense que cela a été en quelque sorte inscrit dans l'économie politique de la manière dont les médias ont été intégrés à cette corporatisation. Ensuite, il y a l'autre aspect de l'hypernationalisme, où l'on assiste à une surenchère pour savoir qui sera le plus nationaliste. Cela explique en partie pourquoi Shashi Tharoor et d'autres cherchent à prouver qui est le plus nationaliste indien. Non, c'est une observation excellente, vraiment excellente. Je veux dire, c'est fascinant. Fascinant. Je me suis principalement informé auprès des médias pakistanais d'élite, en particulier The Dawn, ainsi que par quelques extraits occasionnels de hauts responsables. J'y ai trouvé une voix extrêmement sensée et beaucoup de retenue. Mais si vous pouviez nous en dire un peu plus sur la réception plus large de cette escalade, quel était l'état d'esprit au Pakistan? Parce que ça nous aiderait aussi à discuter de certaines pistes à explorer que je souhaite aborder par la suite. Je dois dire cela avec le plus grand respect pour tous les Indiens. Les Pakistanais se moquaient des médias indiens. Je le dis avec le plus grand respect. Je suis désolé. Je ne veux offenser la sensibilité nationale de personne. Mais nous disions littéralement « qu'est-ce qui ne va pas avec les médias indiens ?» Et nous faisions des blagues sur Instagram. Vous pouvez le voir. Tellement de blagues différentes que les gens ont faites sur Arnab Goswami et d'autres qui affirmaient que Lahore était dévastée, que Karachi était détruite, que Pindi était détruite. Je veux dire, nous nous demandions dans quel monde vivaient ces gens. Nous sommes assis ici à Lahore, nous profitons du soleil, et ainsi de suite. Et les informations qui arrivent sur la ville sont tout simplement fausses. Et donc, je pense que ce qui s'y s'est passé, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est qu'il existe une industrie de personnes qui voulaient délibérément créer de fausses informations afin de semer le chaos au Pakistan. Ensuite, les médias traditionnels ont repris ces fausses informations et les ont présentées comme des vraies. C'était donc une sorte de boucle de rétroaction dans laquelle les médias indiens sont tombés. Vous voyez, parce qu'ils cherchaient simplement à confirmer leurs propres préjugés. Ou, je ne sais pas ce qu'ils pensaient, mais ils n'ont tout simplement pas vérifié si l'information était vraie ou fausse, et ils l'ont relayée.
J'ai été content de voir que beaucoup de célébrités indiennes et d'autres personnes reconnaissent maintenant à quel point la situation est folle. Franchement, vous savez, laissez-moi vous dire, en tant que socialiste, je suis totalement opposé à l'idée que, vous savez, un média privé soit nécessairement, entre guillemets, un média libre. Ce que nous voyons ici, c'est qu'on nous a avancé cet argument. Si vous avez beaucoup de médias privés et beaucoup de chaînes différentes qui se font concurrence, alors vous avez de nombreux points de vue différents, etc. Mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, ce que l'on constate, c'est que la concurrence ne crée pas la diversité. Elle ramène en réalité tout le monde au plus petit dénominateur commun. Et cela abétit tout le monde, plus ou moins. La concurrence ne produit pas l'effet inverse, c'est-à-dire faire avancer les choses vers plus d'objectivité et d'analyse, mais elle pousse tout dans la direction de l'appauvrissement, de la simplification et de la vente de l'information sous forme de divertissement. Donc non seulement du point de vue de ce qui se passe avec le capitalisme, dans le sens de la recherche du profit et de l'exploitation de la classe ouvrière, mais même du point de vue de ce qui arrive à l'information avec la privatisation des médias, je trouve cela sidérant. C'est terrible. Je pensais, en écoutant une émission d'Arnab Goswami, qu'il répétait sans cesse des choses comme « Nous allons reprendre le Cachemire occupé par le Pakistan ». Il criait à plein poumon « Nous allons reprendre le Cachemire occupé par le Pakistan ». Et je me suis dit, franchement, ce n'est pas ce que dit le gouvernement indien. Le gouvernement indien affirmait toujours « Nous menons des frappes précises, chirurgicales et calibrées contre les terroristes, et nous n'avons pas de plan plus large de guerre vis-à-vis du Pakistan. » C'était presque exactement les mots de personnes comme Shashi Tharoor, etc., n'est-ce pas? Mais Arnab Goswami disait « Oh, nous allons envahir le pays, nous allons les pulvériser. » Certains disaient « Nous allons en faire un nouveau Gaza, etc. » C'est fou. Je me disais qu'il devait bien exister une loi stipulant qu'un simple présentateur de médias, qui n'est pas un représentant du gouvernement, qui n'est pas le porte-parole du gouvernement, ne devrait pas avoir le droit de dire ce que son pays va faire à un autre pays. Je veux dire, n'y a-t-il pas une loi qui dit que vous ne pouvez pas aller parler de la politique étrangère de l'Inde? Vous n'êtes pas le ministre des Affaires étrangères. C'est le rôle du ministre des Affaires étrangères. C'est le rôle du Premier ministre. C'est le rôle des représentants élus du peuple. Vous n'êtes pas un représentant élu. Arrêtez de dire que l'Inde fera ceci ou que l'Inde fera cela. C'est le travail du gouvernement. Votre travail, en réalité, c'est de rapporter ce que fait l'Inde ou ce que fait le Pakistan et ce que vous en pensez. Alors, comment les présentateurs ont-ils obtenu le droit de se prononcer sur la politique étrangère d'un grand pays? Je ne comprends pas comment c'est possible. Ça me sidère. La nuit dernière, lorsque le cessez-le-feu a été annoncé, la même personne, je ne veux même pas prononcer son nom, a attisé les tensions contre cette décision en déclarant « Je n'accepterai pas le cessez-le-feu à moins que le gouvernement indien ne me le dise ». Et apparemment, alors qu'il faisait cette caricature, il a semblé recevoir un appel téléphonique. Puis, peu à peu, son ton et sa manière de parler ont commencé à changer. C'est fou. Votre gouvernement a accepté le cessez-le-feu et vous continuez à dire « non, non, non ». Qui êtes-vous pour ne pas l'accepter? De toute façon, êtes-vous le gouvernement? Êtes-vous un représentant du gouvernement? Êtes-vous un représentant de l'armée? De quel droit dites-vous cela? Vous êtes un présentateur de journal télévisé. Présentez les informations, analysez-les, examinez-les, donnez votre avis dessus. Mais dire « je ne vais pas l'accepter ». Pourquoi? C'est au gouvernement de l'accepter. C'est très étrange.
Vous avez mentionné le terme infrastructure terroriste. Je pense que nous voulons aborder cette question importante et urgente, car pour les Indiens, ils considèrent que l'establishment pakistanais est complice dans la conduite d'une guerre asymétrique au Cachemire contrôlée par l'Inde. Bien sûr, le ministre de la Défense pakistanais s'est montré rassurant à parler du terrorisme et de l'histoire du Pakistan avec ce phénomène. Il s'agit donc de deux dimensions différentes. L'une concerne la participation du Pakistan au projet qui a commencé en Afghanistan en 1969 et la manière dont cela a affecté le Pakistan. Le Pakistan est en réalité la principale victime. On rapporte par exemple 1100 attentats terroristes au Pakistan en 2024. Ce n'est rien comparé à l'Inde. Mais il y a l'autre dimension, celle de l'Inde, qui est la guerre asymétrique. Pouvez-vous expliquer ces deux dimensions dans lesquelles le Pakistan se trouve impliqué en ce qui concerne le terrorisme? Absolument. Je pense que Khawaja Asif a vraiment mis le doigt sur le problème lorsqu'il a dit qu'à la demande de l'Occident, nous avons soutenu et créé un immense réseau djihadiste, qui était en réalité un réseau terroriste déjà dans les années 1980. Selon Khawaja Asif, il commettait des actes de terrorisme contre les forces communistes, contre l'Union soviétique, et menait des actions terroristes en Afghanistan. C'est ce qu'il a dit, et c'est la vérité. À l'époque, cela était considéré comme légitime par les Américains et par tout l'Occident, parce que c'était contre le communisme, contre le socialisme et contre leur ennemi, l'Union soviétique. Ils ont donc soutenu des escadrons de la mort, comme tout le monde le sait, au Nicaragua et au Guatemala. Ils ont soutenu la RENAMO. Ils ont soutenu l'UNITA et le FNLA. Ils ont soutenu l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et ils ont soutenu Pinochet. Et ils ont soutenu toutes sortes de violences contre-révolutionnaires. Et ils ont fait la même chose ici, dans le contexte du Pakistan et de l'Afghanistan. Ce faisant, ils ont transformé non seulement l'Afghanistan, mais aussi le Pakistan. Regardez l'Afghanistan aujourd'hui. C'était un pays, dans les années 70, qui espérait instaurer l'alphabétisation de masse et l'alphabétisation universelle dans toute la région, faire entrer les femmes sur le marché du travail et dans l'éducation, les émanciper, créer une constitution, etc. Et aujourd'hui, c'est peut-être le seul pays au monde où le gouvernement dit non, nous n'enverrons pas les filles à l'école. Le seul pays au monde qui l'affirme ouvertement. Et c'est quelque chose qu'on s'attendrait à voir au Moyen-Âge ou à l'époque médiévale de l'histoire. On ne s'attend pas à cela au XXIe siècle, mais c'est pourtant la réalité. Qui en est responsable? Bien sûr, c'est l'ensemble de cette contre-révolution et les forces créées par l'Empire américain qui en sont globalement responsables. Et le Pakistan et son gouvernement ont été des participants volontaires à cela, à l'époque. Bien sûr, nous n'avions pas de gouvernement élu. Nous avions une dictature militaire qui a été soutenue pendant 11 ans par les États-Unis d'Amérique. Et cela a suivi l'un des gouvernements élus les plus passionnants du Pakistan, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est tout à fait exact. Le Pakistan a élu un gouvernement de gauche, et ce gouvernement de gauche a été renversé, et le premier ministre de gauche a été pendu. Il a été exécuté à l'issue d'un simulacre de procès, ce qui est aujourd'hui considéré comme un meurtre judiciaire. Et les Américains étaient parfaitement satisfaits de soutenir le dictateur militaire qui avait renversé Bhutto, l'avait exécuté, l'avait soutenu pendant 11 ans et avait ainsi changé toute la trajectoire de l'Afghanistan et du Pakistan. D'ailleurs, chaque dictateur que le Pakistan a connu a toujours été soutenu par les États-Unis d'Amérique. Les Indiens peuvent penser que nous aimons nos dictateurs, mais ce n'est pas vrai. En réalité, ce sont les Américains qui aiment nos dictateurs, et nous y avons toujours été opposés.
nous nous sommes toujours battus contre eux, que ce soit Ayoub, Yahya, Zia ou Musharraf. J'ai composé mes chansons essentiellement contre la dictature du général Musharraf. Donc les dictateurs n'ont jamais été populaires au Pakistan. C'est la réalité. Nous avons eu 11 ans de loi martiale d'extrême droite dans ce pays. Et avec le financement américain, il y a eu le développement de ces organisations d'extrême droite. Et puis en 1988, lorsque le JKLF a essentiellement commencé, lorsque l'insurrection a débuté au Cachemire, et que le JKLF menait cette insurrection particulière, le Pakistan a décidé d'envoyer ses djihadistes et de marginaliser le JKLF, puis de mettre en avant le Harkatul Mujahideen, ensuite le Jaish-e-Mohammed, puis le Lashkar-e-Taiba, et ainsi de suite. Cette histoire est, je pense, également assez bien connue. Mais bien sûr, cela a eu un impact très négatif sur la lutte des Cachemiris, car il s'agissait d'une force par procuration du Pakistan. Alors que je pense que ce que les Cachemiris veulent vraiment, c'est leur propre autodétermination nationale, plutôt que de devenir une force par procuration de l'Inde ou du Pakistan. Je veux dire, ils ont leur propre lutte indépendante. Donc cela, à mon avis, a eu un impact très négatif. En fait, je dirais que cela a eu un impact extrêmement négatif sur le mouvement cachemiri, qui en 1988, sous le JKLF, était en réalité un mouvement laïque. S'il avait continué sur des bases laïques, alors l'extrême droite en Inde n'aurait pas non plus eu l'occasion de le qualifier de mouvement terroriste, musulman extrémiste, et tout ce qui s'ensuit. Très souvent, ce genre d'action, des mouvements qui peuvent se battre pour des causes très justes, lorsqu'ils entreprennent ce type d'action, lorsqu'ils tuent des civils innocents, lorsqu'ils tuent des enfants, ils sapent ainsi la lutte elle-même. Ils sapent la légitimité de cette lutte. Et je pense d'une certaine manière qu'ils détruisent cette lutte. Donc même par exemple, des causes tout à fait légitimes, si vous menez des actions contre des civils innocents, même des causes très légitimes peuvent être discréditées. En fait, si l'on regarde l'histoire des mouvements de libération nationale, le Vietnam, Cuba, la Chine, la Corée ou ailleurs, les impérialistes voulaient toujours que les mouvements de libération nationale commettent de tels actes afin que les impérialistes puissent dire « Oh, les Algériens sont des criminels vicieux et c'est pour cela que nous devons les écraser. » Donc ce genre d'action est extrêmement dangereux et destructeur, même pour des mouvements nationaux et des revendications légitimes. Et c'est pourquoi nous ne devrions absolument rien avoir à faire avec eux. Nous devrions dire clairement et sans équivoque que nous n'avons rien à voir avec ces actions, ni avec les organisations qui les mènent, mais que nous condamnons ces actions, et que nous condamnons les organisations qui les mènent. Mais cela étant dit, condamner une action ou l'organisation qui la réalise est complètement distincte de notre compréhension de ce qui arrive au peuple cachemiri dans son ensemble, ou au peuple baloutche dans son ensemble, ou à tout autre mouvement similaire, où qu'il se trouve, dans son ensemble. Ainsi, des organisations peuvent commettre des actes terroristes et s'en prendre à des innocents, et ces actes peuvent être terribles. Mais on ne peut pas, sur cette base, laisser l'assurance globale, le travail des ces mouvements nationaux particuliers. Je vais donner un autre exemple qui pourrait toucher les personnes ayant de l'empathie pour la Palestine. La lutte palestinienne dure depuis longtemps et diverses organisations palestiniennes, en particulier le groupe Abu Nidal, à une certaine époque, ont mené différentes formes de violence délibérément terroristes contre les Israéliens. Et ces actions se sont révélées en fait très contre-productives pour la cause palestinienne. Beaucoup de gens pensent d'ailleurs que le commandement général d'Abu Nidal a été délibérément créé ou soutenu par le Mossad pour saper la cause palestinienne. Cet argument existe donc. Mais quoi qu'il en soit, l'essentiel est que les mouvements de libération gagnent en légitimité lorsqu'ils luttent réellement pour les pauvres, les opprimés
et les démunis. Et ils perdent leur légitimité lorsqu'ils entreprennent des actions qui visent des civils innocents. Cela se produit partout dans le monde. Mais nous, à gauche, devons distinguer ces deux choses. Ainsi, d'une part, j'ai toujours été opposé, même en ce qui concerne le mouvement palestinien, au meurtre de civils innocents. Il faut dire, oui, je suis contre le meurtre de civils innocents, mais la question de la Palestine ne se limite pas à cette organisation particulière ou à ce problème. Cela n'a donc aucune incidence sur mon examen de la question en général. C'est aussi vrai pour le Baloutchistan, par exemple, où le Bella a tué de nombreux Pandjabis. Je reconnais qu'il y a une question sérieuse au Baloutchistan qui doit être abordée. Et je suis totalement opposé à l'assassinat de civils innocents tel que perpétré par le Bella. Mais cela ne concerne qu'une seule organisation. La question du Baloutchistan reste une question ouverte. C'est la même chose pour le Cachemire, ou pour la Palestine, ou pour l'Algérie lorsqu'elle luttait pour son indépendance, et ainsi de suite. Je pense donc que ces deux aspects doivent être distingués analytiquement dans nos esprits. La question globale du Cachemire, du Baloutchistan, de la Palestine ou de tout mouvement de libération nationale, et les actions d'une organisation spécifique qui prétend agir au nom de cette cause plus large, mais qui en réalité entreprend des actions qui sapent le mouvement même. Ce sont deux choses distinctes à mes yeux. Je pense que l'une des choses que je voulais vous demander à propos du Cachemire en particulier, c'est qu'il se retrouve piégé entre ces deux immenses États dotés de l'arme nucléaire, avec une énorme militarisation autour de la ligne de contrôle. Cela perpétue le cycle. L'Inde justifie la présence d'1 million de militaires au Cachemire en affirmant qu'elle est en guerre avec le Pakistan de l'autre côté de la ligne. Et je suppose qu'il existe une justification similaire de l'autre côté également. Et ce que cela engendre, l'aspiration, au moins pour commencer, à une démilitarisation, ce qui signifierait tellement moins de disparitions forcées, tellement moins de répression en matière de liberté d'expression, et la liste pourrait continuer encore et encore. C'est juste, il n'y a aucune issue possible à partir de là. Et maintenant, cela a débordé sur la question du Baloutchistan également. Je veux dire, historiquement, une différence était que l'Inde ne faisait pas partie de la question du Baloutchistan. C'était une question purement interne. Mais récemment, nous avons entendu, bien sûr de la part du Pakistan, que l'Inde s'en mêle. Et de la part des partisans de la ligne dure en Inde, ainsi que des hauts responsables de la sécurité nationale, qui ont désormais commencé à invoquer constamment le Baloutchistan en Inde. Bien sûr, la différence entre le Cachemire et le Baloutchistan, c'est qu'en Inde, personne, je veux dire une grande partie des Indiens, ne sait même pas ce qu'est le Baloutchistan. Ils ne sauraient même pas que l'Afghanistan et le Pakistan partagent une frontière. Ils ne sauraient même pas qui sont les Pashtuns. Oui, je ne pense pas que de larges pans de la population. Oui, je ne pense pas, et c'est une distinction que je ferai entre le Cachemire et le Baloutchistan. Mais oui, ce que je dis récemment, c'est que nous voyons une stratégie de l'État indien d'utiliser le Baloutchistan de la même manière qu'ils perçoivent l'État pakistanais utiliser le Cachemire. Donc ma question pour vous est la suivante. Nous parlons d'indépendance totale, d'autonomie complète, etc. Mais au moins pour commencer, ne devrions-nous pas parler de désescalade entre l'Inde et le Pakistan, afin que nous puissions commencer par une démilitarisation? À partir de là, en fait, l'épanouissement de mouvements autonomes pour la liberté pourrait avoir lieu. Qu'en pensez-vous? Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, c'est le dilemme de presque tous les États postcoloniaux, l'Inde, le Pakistan,
et plusieurs autres. Nous n'avons pas bien géré les mouvements nationalistes à l'intérieur de nos frontières. Nous n'avons pas compris ces mouvements et nous ne les avons pas bien gérés. Nous ne les avons pas gérés parce que nous sommes des États capitalistes néocoloniaux. Et je pense qu'on ne peut pas vraiment s'attendre à ce que la question nationale soit résolue sur la base d'une société capitaliste où règne la philosophie de l'enrichissement rapide et où le profit motive tout. Partout où le profit motive tout, il y aura des régions d'un pays qui seront exploitées par d'autres régions du même pays. Et ce sera le cas au Pakistan, ce sera le cas en Inde, ce sera le cas partout où le capitalisme s'étend. Cela s'est produit inévitablement. Et cela engendre, même en l'absence de toute politique délibérée d'oppression nationale, l'inégalité propre au capitalisme génère inévitablement des mouvements nationalistes dans les États néocoloniaux. Et ensuite, bien sûr, pour les réprimer. Car nous ne pouvons pas réellement répondre à ces préoccupations sans remettre en cause ces relations capitalistes. Nous ne le pouvons pas. Nous pourrions répondre à ces préoccupations si nous étions prêts à abandonner les schémas d'exploitation économique concernant ces régions à l'intérieur de nos frontières. Mais nous ne sommes pas prêts à changer cette relation parce que nous en tirons profit. Donc, puisque nous ne sommes pas prêts à changer cette relation parce que nous en bénéficions, la seule option qui nous reste est de militariser ces zones, d'y envoyer l'armée, de les réprimer, de leur dire de se taire. Et le résultat, bien sûr, c'est que ces mouvements cherchent de l'aide à l'extérieur. C'est inévitable. Si vous êtes confronté à la militarisation de votre société, si vous vous battez pour vos droits économiques, vos droits politiques, ou même vos libertés culturelles, et que vous découvrez soudainement que tout votre territoire est envahi de soldats, oui, vous allez commencer à regarder quelles sont les options qui s'offrent à vous. Comment puis-je obtenir plus d'aide? L'Iran et l'Irak l'ont fait pendant des décennies l'un contre l'autre. La question kurde, etc., existe au Moyen-Orient depuis longtemps. Partout en Afrique, on a vu ce genre de guerre par procuration entre États, chacun soutenant les mouvements nationalistes de l'autre à l'intérieur de ses frontières. Il n'y a rien de nouveau. En fait, je dirais que c'est une condition post-coloniale. C'est une condition post-coloniale tellement universelle que je ne connais presque aucun État qui ne l'ait pas vécu. Aucun État en Asie ou en Afrique qui ne l'ait pas vécu. On pourrait dire que les seuls États qui ne l'ont pas connu sont, et même là, il existe de nombreux exemples. Mais j'allais dire l'Amérique latine. Mais même là, il y a les Miskitos, etc., le Nicaragua et bien d'autres exemples. C'est donc une condition universelle des États postcoloniaux. Et nous ne savons pas comment y faire face. Et nous pensons y répondre par la répression. En réalité, nous ne faisons qu'aggraver la situation. Et je pense franchement que les solutions à ces questions se trouvent à gauche. La gauche a de véritables solutions à ces questions. Premièrement, il faudrait modifier la relation économique entre ce que nous considérerions comme le centre et la périphérie au sein même de la périphérie. Cela serait par exemple entre le Pakistan et le Baloutchistan, ou entre l'Inde et le Cachemire. Nous changerions la dynamique politique entre le centre et la périphérie en accordant une autonomie plus large et plus grande. Tous les gouvernements qui se sont succédés ont essayé de réduire cette autonomie. Les socialistes iraient dans l'autre sens. Ils augmenteraient cette autonomie. Nous créerions des systèmes d'égalité économique, sociale, politique et culturelle. Toutes ces choses atténueraient et détruiraient les bases de la méfiance nationale, mais de la haine nationale entre les peuples, et rapprocheraient les gens. Mais je pense que les gouvernements capitalistes ne sont pas capables de faire cela, parce qu'ils reposent sur une base économique de masse fondée sur l'exploitation des gens ordinaires, des régions et pays plus faibles, des nations, des nationalités, des ethnies, des castes, des classes, etc.
C'est un monde impitoyable. Et dans un système impitoyable, il est inévitable qu'il y ait des conflits. Il y a un livre ici derrière. C'est un livre merveilleux. Il s'appelle Civilisation capitaliste. C'est un livre, mais il s'appelle Civilisation capitaliste du conflit. C'est ce que c'est. Cela engendre le conflit. Nous célébrons le conflit. Si vous êtes néolibéral, vous célébrez le conflit en disant que l'économie fonctionne au mieux lorsque nous sommes en concurrence les uns avec les autres. Lorsque nous sommes en conflit. L'économie internationale fonctionne au mieux lorsque nous sommes en concurrence les uns avec les autres. Lorsque nous sommes en conflit. Nous célébrons le conflit partout. Est-il alors surprenant que les nations à l'intérieur de nos frontières soient aussi en conflit les unes avec les autres? Nous le célébrons tout le temps. Nous le célébrons sous la forme du nationalisme. C'est puéril, c'est ce que c'est. Et je ne dis pas que la compétition est toujours une mauvaise chose, mais je dis que nous en avons fait un fétiche sous le capitalisme. Et le résultat, bien sûr, c'est que nous ne regardons pas ce que nous avons en commun. Et c'est vraiment là-dessus que nous devons nous concentrer. Et cela, je pense, c'est quelque chose que la gauche en Inde et au Pakistan peut faire. Ils peuvent réellement résoudre la question nationale dans ces pays du tiers-monde. Je ne pense pas que la droite puisse le faire. Je pense que la droite ne fera qu'aggraver la situation, que l'on parle de l'Inde ou du Pakistan. Et lorsqu'ils aggravent la situation, ces mouvements se tournent inévitablement vers d'autres pays pour obtenir du soutien, etc. Et ce n'est pas forcément une bonne chose pour ces mouvements. Franchement, ce n'est pas une bonne chose pour eux, car ils deviennent des mouvements par procuration. Et ensuite, ils découvrent, des décennies ou des années plus tard, qu'ils ont été instrumentalisés. Et alors, ils ressentent du ressentiment, et ainsi de suite. Nous avons vu cela. Tout cela s'est produit dans différentes parties du monde. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessairement une bonne chose qu'ils deviennent des mouvements par procuration. Mais je pense que ce que nous avons vu de la part de l'État indien, et aussi de l'État pakistanais, c'est ce déni total qu'il y ait le moindre problème. Il n'y a aucun problème au Cachemire. Il n'y a absolument aucun problème au Baloutchistan. Tout ce qui s'est passé au Cachemire, toute la faute en revient à l'État pakistanais. L'État indien n'a jamais rien fait de mal concernant le Cachemire. Tout ce que nous avons fait, nous étions des anges pour les Cachemiris. Et exactement la même attitude est adoptée par l'État pakistanais. Nous sommes si bons envers les Baloutches. Nous n'avons jamais rien fait de mal aux Baloutches. Vous savez, nous sommes juste des anges, et ils ne comprennent tout simplement pas. Et ils sont allés voir les Indiens. Et ce sont les Indiens qui sont responsables de tout ce qui a mal tourné au Baloutchistan. Qu'avez-vous fait ces 70-80 dernières années? Dans ces régions, vous trouverez la réponse à la question de savoir pourquoi les gens regardent ailleurs si vous examinez ce qui s'est passé en Inde et au Pakistan. Vous trouverez la réponse. Ce n'est pas si compliqué, n'est-ce pas? Il suffit d'enlever ces œillères construites par les récits officiels et d'examiner réellement ce qui s'est passé dans l'histoire. Une autre chose, professeur Raman, sur laquelle je voulais vous interroger, c'est ce que l'on appelle en Inde les multiples centres de pouvoir au Pakistan. Concrètement, il y a d'un côté l'armée et de l'autre le gouvernement civil. Bien sûr, il y a une dimension intérieure à cela. Je veux dire, toute forme de gouvernement militaire serait extrêmement préjudiciable à la politique démocratique. Voilà un ensemble de questions. Mais l'autre ensemble de questions concerne la relation indo-pakistanaise. Il existe cette idée, qui n'est pas nécessairement vraie, mais il existe cette idée que, à cause de ces multiples centres, les Indiens ne savent même pas à qui s'adresser. Oui, je comprends.
C'est un argument tellement stupide. Oui, mon Dieu, c'est tellement stupide. Il y a aussi cette idée selon laquelle l'armée pakistanaise ne souhaite pas de résolution à long terme, car cela justifie son pouvoir disproportionné. J'ai pensé vous demander votre réaction à ces arguments avancés en Inde. Bien sûr. Commençons par le premier point. J'ai entendu cela tellement de fois, de la part de politiciens indiens et des médias indiens, que chaque fois que je l'entends, je lève les yeux au ciel. Mais vous devriez parler aux représentants élus du peuple. Il n'y a personne d'autre à qui vous pouvez ou devez parler. C'est la base des relations entre États. Nous, le peuple pakistanais, avons élu certaines personnes pour nous représenter, qu'elles aient raison ou tort. Qu'ils soient bons ou mauvais, c'est une autre question. Mais il n'y a personne d'autre qui ait le droit légitime de représenter le peuple du Pakistan en dehors des représentants élus du peuple. Ce n'est pas parce qu'il existe plusieurs centres de pouvoir que vous avez le droit de parler à plusieurs centres de pouvoir. Bon sang. Il existe plusieurs centres de pouvoir aux États-Unis d'Amérique. Mais vous vous adressez aux représentants élus des États-Unis d'Amérique. C'est ainsi que l'on procède. Il y a plusieurs centres de pouvoir dans chaque pays du monde. Mais si vous voulez vous adresser au Pakistan dans son ensemble, si vous voulez vous adresser aux États-Unis dans leur ensemble, si vous voulez vous adresser à n'importe quel pays, adressez-vous aux représentants élus du peuple. Vous ne passez pas outre les représentants élus du peuple pour vous adresser à un autre centre de pouvoir, car en agissant ainsi, vous sapez la démocratie chez votre voisin dans ce pays. Et si vous sapez la démocratie dans ce pays, vous en payez aussi le prix. La paix entre l'Inde et le Pakistan ne pourra être consolidée qu'en consolidant la démocratie au Pakistan. Et la démocratie ne pourra être consolidée au Pakistan que si vous reconnaissez, si la communauté internationale reconnaît, que nous ne parlerons à personne d'autre qu'aux représentants élus du peuple pakistanais. C'est là que la responsabilité s'arrête. Commencez à faire cela, et la situation s'améliorera au Pakistan. D'ailleurs, il n'y a pas que l'Inde. Le principal, bien sûr, le plus grand coupable, le plus responsable dans ce domaine, ce sont les États-Unis d'Amérique, qui ont délibérément contourné les représentants élus du peuple à maintes reprises dans l'histoire du Pakistan et encouragé l'armée pakistanaise à renverser le gouvernement. Vous savez, c'est bien connu. Ce sont donc eux qui sont avant tout responsables de cela. Mais vous ne voulez pas suivre cette voie, car vous avez vu les conséquences que cela a eues pour le Pakistan, ainsi que pour l'Inde, pour la région et pour le monde. Donc non, il n'y a personne d'autre à qui parler. S'il vous plaît, sortez-vous cela de la tête. Il n'y a qu'un seul groupe à qui parler et une seule institution à qui s'adresser. Et ce sont les représentants élus du peuple. Et la responsabilité s'arrête là. Arrêtez d'avoir cette discussion ridicule. À qui devons-nous parler? Parler au Premier ministre. C'est tout. C'est simple. Deuxièmement, dire que l'armée n'est pas intéressée est également totalement faux. À l'époque de Musharraf, nous avons eu un dialogue approfondi entre l'armée pakistanaise et l'armée indienne, les services de renseignement pakistanais et indiens. Nous avons créé une task force conjointe pour lutter contre le terrorisme. Nous avons accepté plusieurs documents stipulant que nous n'essaierions pas de modifier la ligne de contrôle. Nous avons lancé des services de bus, nous avons ouvert des corridors sans visa vers Kartarpur, etc., etc. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Il existe une longue histoire de ce type d'accord. Mais ces accords, dès qu'ils sont conclus, sont presque immédiatement suivis d'attentats terroristes en Inde. Et le but de ces attentats terroristes est de saper et de discréditer ces accords. D'accord, c'est le véritable objectif. À chaque fois que nous avons eu un accord, il y a eu un attentat terroriste juste après.
Que s'est-il passé lors de l'attaque du Parlement? C'était juste après que Musharraf ait organisé le sommet d'Agra. Juste après cela, Massoud Azhar et d'autres ont décidé d'attaquer le Parlement indien. Regardez l'attaque de Mumbai. Elle visait à saper le dialogue global que Musharraf avait entrepris. Or, il était le chef de l'armée. Alors, il représentait l'armée. Et il était prêt à le faire. Et puis, l'attaque du Lashkar-e-Taiba a eu lieu à Mumbai en 2008. Pourquoi? Parce qu'il voulait détruire le dialogue global qui se déroulait entre Musharraf et le gouvernement à cette époque. Je pense que les Indiens doivent comprendre cela. Il y a aussi en Inde des forces puissantes qui aimeraient saper toute forme de normalisation des relations entre l'Inde et le Pakistan. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit vous qui en parliez plutôt que moi. Car, sinon, les gens vont devenir nationalistes et dire « Oh, comment osez-vous » et ainsi de suite. Il vaut mieux que ce soit vous qui en parliez. Mais nous savons de quel cas il s'agit. Tout le monde sait de quel cas il s'agit. Ils font également des choses similaires pour saper toute opportunité de développer la paix entre le Pakistan et l'Inde. Il y a donc une minorité au Pakistan et une minorité en Inde qui souhaitent faire dérailler le processus de paix. Et ils entreprennent ces actions violentes précisément pour faire échouer ce processus. L'armée pakistanaise, je vous le dis, si vous regardez l'histoire, a été à plusieurs reprises prête non seulement à parler de paix, mais aussi à discuter de la création de forces conjointes de renseignement contre le terrorisme. Cela a donc été le cas dans le contexte du Pakistan. Car je pense qu'il y a aussi une remise en question. Les gens doivent comprendre qu'il y a également une remise en question au Pakistan. La remise en question au Pakistan est qu'une part importante des représentants élus pakistanais, je dirais la majorité, une nette majorité dans ce cas précis, ainsi qu'une partie significative de l'establishment militaire et de la bureaucratie pakistanaise, et l'appareil d'État dans son ensemble, quel que soit le nom qu'on lui donne, pense désormais que la guerre avec l'Inde est une perte de temps, qu'il faut instaurer la paix avec l'Inde, qu'il faut commercer avec l'Inde, et qu'il vaut mieux maintenir le statu quo plutôt que de s'engager dans des projets djihadistes au-delà de la frontière, et ainsi de suite. Il y a donc de nombreux partisans de cette position. Mais nous savons que lorsque les choses évoluent entre gouvernements, elles avancent, premièrement, lentement. Elles ne suivent pas une trajectoire linéaire. Elles progressent, puis reculent, car les gouvernements ne sont pas comme des individus. Même si les sociétés n'ont pas de volonté unique, ces sociétés peuvent exister. Nulle part dans le monde, il n'arrive que le dirigeant dise quelque chose et que tout le monde soit d'accord. Quand cela se produit-il dans le monde? Cela n'arrive pas. Même si le dirigeant dit quelque chose, il y aura plusieurs personnes qui diront « non, ne ris pas ». C'est pourquoi il faut aborder toute la question de la paix entre le Pakistan et l'Inde avec beaucoup de patience, en comprenant qu'il y aura des personnes. Les Pakistanais doivent comprendre qu'il y aura des personnes en Inde qui voudront saper ce processus. Et nous devons travailler patiemment avec les personnes en Inde qui sont favorables à la paix avec le Pakistan. Et nous devons les renforcer de telle sorte que, en fait, la force des va en guerre en Inde diminue. Et inversement, les partisans de la paix en Inde doivent comprendre qu'ils doivent collaborer avec les personnes favorables à la paix au Pakistan. Ce processus sera également compromis par ceux qui cherchent à le saboter, par une minorité qui entreprendra des actions visant délibérément à saboter et à entraver toute avancée vers la paix. Nous devons être prudents quant à la manière dont nous évoluons dans ces cercles. Nous devons faire preuve de patience et de vigilance dans nos démarches. Nous ne devrions pas réagir de manière impulsive les uns envers les autres lorsque de tels événements surviennent et tentent de saper ces processus entre nos deux pays.
Je voudrais conclure en vous posant une question sur la voie à suivre, mais très brièvement avant cela, j'aimerais vous interroger sur la géopolitique plus large de cette région. Nous sommes clairement dans une nouvelle situation de guerre froide, où le conflit entre les États-Unis et la Chine prend une ampleur que nous n'avons jamais vue auparavant. Je pense vraiment qu'une Asie du Sud autonome et coopérative est extrêmement importante plus que jamais, sinon nous serons engloutis dans cette nouvelle guerre froide. C'est peut-être encore plus important pour l'Inde que pour le Pakistan, mais je pense que c'est lié, car si la relation entre l'Inde et le Pakistan ne se normalise pas, il y a alors une plus grande tendance à ce que la relation entre l'Inde et la Chine se détériore en conséquence. Et puis, les États-Unis s'intéressent davantage à la région pour leurs propres intérêts, afin d'utiliser l'Inde comme contrepoids à la Chine. Donc, si vous pouviez nous en dire un peu plus à ce sujet, parce que, comme vous l'avez dit, les avions de chasse, les missiles, les systèmes de défense aérienne, les drones, tout est acheté et acquis à l'étranger. Je veux dire, l'Inde achète principalement à la Russie. Le Pakistan achète presque tout à la Chine. L'Inde est le deuxième plus grand importateur d'armes. Le Pakistan est le cinquième plus grand importateur. Nous avons des bases industrielles très faibles et des niveaux de pauvreté extrêmes des deux côtés. Donc ce sur quoi nous devrions nous concentrer, c'est notre développement, et pour cela, une Asie du Sud autonome et coopérative. Si vous pouviez nous en dire un peu plus à ce sujet, quelles sont vos réflexions à ce propos? Merci. C'est une question très importante. Je dirais que l'Inde a historiquement adopté une position non alignée par rapport à la Grande Guerre froide qui a eu lieu de 1945 à 1991. Je pense que le Pakistan et l'Inde, encore une fois, devraient rester non alignés dans cette nouvelle guerre froide. Nous ne devrions pas devenir des pions des États-Unis pour combattre la Chine, et nous ne devrions pas non plus devenir des proxys de la Chine dans sa lutte contre les États-Unis. Pour le dire autrement, nous ne voulons pas être des instruments dans la rivalité des grandes puissances, car nous avons nos propres problèmes à gérer. Je pense donc que nous devrions commencer par renforcer la confiance. Nous devrions entreprendre des mesures de confiance au sein de l'Asie du Sud. Nous devrions relancer la SAARC. Nous devrions rétablir le commerce entre l'Inde et le Pakistan, normaliser les relations, développer des mesures de confiance, et ainsi de suite. Et surtout rester complètement à l'écart de toute tentative de saper la Chine ou quoi que ce soit de ce genre. Il faut simplement s'en éloigner totalement. Il faut laisser tout cela de côté. Nous ne sommes absolument pas en position de nous impliquer dans ce genre de désordre, à mon avis. Voilà ce que je proposerais concernant le Pakistan, l'Inde ou l'Asie du Sud. Cela dit, je pense que j'aimerais aussi ajouter qu'en ce qui concerne les États-Unis et la Chine, j'ai l'impression que les États-Unis ne sont pas prêts à vraiment permettre à une autre puissance mondiale d'être même un concurrent pacifique de leur propre puissance. C'est ce que semblent faire les États-Unis en ce moment, en augmentant les droits de douane, etc. Je veux dire, cela est tout à fait distinct de l'Asie du Sud. Car en Asie du Sud, nous avons deux puissances nucléaires et une population immense. Donc pour l'Asie du Sud, je dirais, rien que pour les États d'Asie du Sud, tenez-vous complètement à l'écart de ce conflit. Mais si je mets l'Asie du Sud de côté et que j'examine simplement ce qui se passe dans le monde dans son ensemble, je dirais que ce que Trump a fait en augmentant ses droits de douane et tout le reste, en lançant ses guerres tarifaires, etc., je trouve cela absurde, franchement, parce que vous êtes incapable de rivaliser. L'Occident dans son ensemble a créé tout ce paradigme sur la manière dont nous allions être compétitifs, sans droits de douane, avec l'OMC, la libre concurrence, ceci, cela.
Mais lorsque vous commencez à perdre dans cette libre concurrence, que vous avez vous-même enseigné au monde depuis 100 ans, il devrait y avoir une concurrence libre. C'est ce que vous enseignez à tout le monde. On en a jusque par-dessus la tête. Vous nous l'avez imposé de force, comme une forme de torture. Mais c'est intéressant de voir que lorsque vous commencez à perdre selon les règles que vous avez vous-même établies, vous changez les règles. Je veux dire, c'est insensé. Je pense qu'il faut critiquer cela. Donc je distinguerai ces choses sur ces différents plans. En ce qui concerne la paix entre l'Inde et le Pakistan, la meilleure chose à faire est de rester à l'écart de la nouvelle guerre froide. Parce que si nous nous impliquons là-dedans, alors vous avez raison. Les conséquences régionales pourraient être très négatives. Et je ne veux pas voir les implications régionales de cela, dans le sens où nous commencerions à nous concurrencer et à nous battre. Nous sommes deux États dotés de l'arme nucléaire, et je ne veux en aucun cas voir le Pakistan et l'Inde en guerre. La paix est ma priorité absolue. Donc la meilleure chose à faire pour l'Inde et le Pakistan, c'est de se dire l'un à l'autre: nous allons rester à l'écart de ce problème et de cette question et essayons de développer de meilleures relations entre nous. N'utilisons pas cette nouvelle guerre froide pour refaire ce que nous avons fait avec l'ancienne guerre froide, c'est-à-dire nous saper mutuellement. Ne faisons pas cela. Ce n'était pas la seule chose qui se passait. Il se passait beaucoup d'autres choses pendant l'ancienne guerre froide. Mais cela en faisait certainement partie. Alors, ne répétons pas les mêmes erreurs du passé, premièrement. Deuxièmement, je dirais que, en mettant cela de côté, en mettant la région de côté dans son ensemble, je dirais que l'Occident a été mis à nu sur deux points majeurs. Le premier concerne la question des droits démocratiques et des droits de l'homme en ce qui concerne la Palestine. Vous nous avez donné des leçons sur les droits démocratiques et les droits de l'homme, et vous avez porté ce fardeau de l'homme blanc sur vos épaules en disant au reste du monde qu'il fallait vous imiter. Mais lorsqu'il s'agit de vous-même, de vos propres préjugés, etc., vous permettez que les pires massacres se produisent sous vos yeux sans être punis. En fait, vous les récompensez, vous les soutenez. Donc, les droits de l'homme ne sont importants que lorsqu'il s'agit de l'Union soviétique, de la Chine ou de vos ennemis. Mais lorsqu'il s'agit de vos propres alliés, ils peuvent commettre toutes les violations des droits de l'homme sans être inquiétés. Je pense que c'est une question immense que la communauté internationale doit aborder. Chaque personne doit s'en saisir, au Pakistan comme en Inde également, sans aggraver la situation en Asie du Sud, s'il vous plaît. Et la deuxième question concerne tout le cadre économique que vous avez enseigné à tout le monde. Privatiser, supprimer tous les contrôles des prix. L'Inde dit, oh, supprimez le contrôle des prix, laissez la libre concurrence, supprimez les tarifs douaniers, supprimez les barrières, supprimez les réglementations sur les banques, supprimez ceci, supprimez cela, et alors vous aurez la libre concurrence. Et quand il y a libre concurrence, l'entreprise la plus efficace s'imposera, et ça créera de la concurrence. Et la concurrence engendrera l'innovation, etc. blablabla. Et puis, quand un pays innove et prend clairement de l'avance dans la course, là vous dites, oh, nous ne voulons plus libre concurrence. Tarifs douaniers, maintenez-les. Régulez les prix, restreignez les banques ou la circulation des capitaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez, c'est la libre concurrence quand ça vous arrange. Et c'est le protectionnisme quand ça ne vous arrange pas. Et ce sont les droits de l'homme quand ça vous arrange. Et c'est un génocide quand ça ne vous arrange pas. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une hypocrisie totale. Et elle a été exposée au grand jour devant le monde entier. Je pense que les gens en Inde, au Pakistan et partout dans le monde le reconnaissent de plus en plus. Lorsque les États-Unis ou l'Occident dans son ensemble parlent de ces questions,
ils le font de manière très intéressée. Leurs motivations sont entièrement égoïstes. Si cela les avantage, la démocratie est formidable. Sinon, la dictature est formidable. Si cela les avantage, les marchés libres sont formidables. Sinon, les contrôles des prix et les tarifs douaniers sont formidables. Les États placent leurs intérêts avant tout principe. C'est ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Je voudrais conclure en vous interrogeant sur la voie à suivre à court terme. Nous avons beaucoup parlé du long terme, mais à court terme, je pense qu'il est bien sûr absolument nécessaire que le cessez-le-feu, le long de la ligne de contrôle, soit strictement respecté des deux côtés. Mais il y a aussi d'autres mesures punitives qui devraient être rétablies. Les visas ont été annulés. Il existe essentiellement un embargo commercial entre l'Inde et le Pakistan à l'heure actuelle. En réalité, ce sont des choses très mineures. Et puis, le plus grand traité sur l'eau, oui, c'est la chose la plus importante pour nous les Pakistanais. Donc parlez-en simplement. Je voulais que vous en parliez, parce que je pense qu'il y a ce sentiment en Inde, lorsqu'il s'agit du traité des eaux de l'Indus, que les ressources en eau sont effectivement souveraines pour un seul pays. Mais lorsqu'il s'agit du Brahmapoutre dans le nord-est, il dirait que ça ne concerne pas la Chine. L'Inde dirait que ça ne regarde pas la Chine. La Chine peut construire un réservoir sur les parties supérieures du Brahmapoutre parce que ses ressources en eau ne sont pas souveraines. Mais lorsqu'il s'agit de l'Indus, c'est comme si l'Inde pouvait faire tout ce qu'elle veut. C'est simplement notre incapacité à construire de grands barrages et des infrastructures de stockage qui nous freinent. Sinon, en termes de droits et d'idées politiques, nous aurions pu faire tout ce qu'il fallait pour punir. Et c'est atroce. C'est une violation des droits de l'homme, une violation internationale, une violation de toutes sortes de lois et de normes internationales. Donc, si vous pouviez conclure en parlant un peu, ou en nous donnant le point de vue pakistanais sur le partage des eaux du fleuve Indus. Eh bien, je pense que maintenant que le cessez-le-feu a été accepté, et en espérant qu'il tiendra, nous voulons qu'il tienne, et nous exercerons des pressions pour que ce soit le cas. La préoccupation principale ne sera pas les visas, ni les allées et venues des actrices et des acteurs. À mon avis, c'est une préoccupation très secondaire. La préoccupation numéro 1, après cela, c'est le traité des eaux de l'Indus. En réalité, le BJP dit depuis environ 1 an ou 2, presque 2 ans maintenant, qu'il veut renégocier le traité des eaux de l'Indus. Donc Pahalgam n'était pas la raison pour laquelle ils ont fermé le Chenab. C'était simplement le déclencheur qui leur a permis de le faire. En fait, ils voulaient déjà faire cela auparavant. Et je veux dire, c'est documenté, vous pouvez le vérifier. Ils disent au Pakistan, « Oh, nous voulons renégocier cela », et ainsi de suite. Donc, à mon avis, ce n'est pas négociable, car cela impliquerait un stress hydrique massif au Pakistan. Des millions de personnes souffriraient si nous faisions quelque chose de ce genre. Le Pakistan est déjà un pays extrêmement touché par le manque d'eau. Il y a une pénurie d'eau, etc. Et il y a des conflits liés à l'eau au Pakistan, entre les provinces et entre les régions en amont et en aval. Il y a beaucoup de questions que nous devons résoudre concernant l'eau. Et fermer le fleuve, cela montre plusieurs choses. Premièrement, quel rapport cela avait-il avec les terroristes? Aucun. Si vous coupez l'eau, cela montre que l'État indien cherchait à nuire à l'économie pakistanaise. Il ne s'en souciait pas vraiment. Si vous voulez attraper les 4 personnes, allez-y et attrapez ces fichus terroristes. Mais pourquoi punir des millions de paysans qui travaillent dans les champs en leur coupant l'eau? C'est terrible. C'est une forme de punition collective. Donc je pense que le traité des eaux de l'Indus doit être rétabli.
C'est la priorité absolue pour le Pakistan. Et ce n'est pas seulement vrai pour le gouvernement pakistanais. C'est vrai pour le peuple pakistanais. Il y a une demande de la part du peuple pakistanais. Écoutez, vous ne pouvez pas couper notre eau, pour l'amour de Dieu. Que voulez-vous faire? Vous voulez que nous, est-ce vraiment ce que vous voulez? Donc c'est pas quelque chose de tenable. Nous avons ce traité sur les eaux de l'Indus depuis les années 1960, un demi-siècle, plus d'un demi-siècle. Et nous avons traversé plusieurs guerres. Et nous n'avons jamais remis cela en cause. Et c'est une très bonne chose. Cela montre qu'il y a de la confiance entre nous. Nous n'allons pas essayer, économiquement, nous n'allons pas essayer de vous affamer. Nous n'allons pas essayer de vous faire mourir de famine ou de soif. Nous n'allons pas faire cela. Donc, c'est un certain niveau de confiance de base. Mais le BJP dit, vous savez quoi? Peut-être qu'on pourrait simplement vous affamer. Vous voyez, il n'y a même pas un niveau de confiance de base entre les deux pays. Et vous avez deux pays dotés de l'arme nucléaire. À quoi pensez-vous? À quoi pensez-vous? L'État pakistanais n'est pas, vous savez, un État failli. S'il vous plaît, faites-le clair dans votre esprit à ce sujet. Ne croyez pas à vos propres mensonges et à votre propagande. C'est un État très puissant. C'est l'un des États les plus puissants du monde. Ils ont une immense armée. Ils ont 600 000 soldats réguliers. Ils ont une force aérienne. Ils ont une marine. Ils ont des armes nucléaires. Ils ont des missiles. Ils ont une armée bien entraînée. Ne faites pas l'erreur de croire que nous sommes dans un pays où l'État est en train de s'effondrer, qu'il va y avoir un coup d'État militaire ou que tout le monde se bat les uns contre les autres. S'il vous plaît, arrêtez de croire à vos propres mensonges. Ce n'est pas le cas. Je travaille chaque jour comme militant politique contre l'establishment. Je sais exactement quelle est la situation. Il n'y a pas de coup d'État dans ce pays. Il n'y a pas d'effondrement de l'État ici. C'est un État très puissant. Essayez de vous y opposer, vous verrez bien. C'est un État très puissant. Vous vivez dans un monde d'illusions si vous pensez que l'État va s'effondrer ou quelque chose de ce genre. Est-ce qu'il s'est effondré quand vous avez attaqué? Non, n'est-ce pas? Il s'est défendu. Il a riposté. Vous l'attaquez, il riposte. Et croyez-moi, ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas la capacité d'aller plus loin. Ils auraient pu continuer, vous savez. Alors s'il vous plaît, arrêtez cette folie. C'est un État puissant, un État doté de l'arme nucléaire. Vous allez couper l'eau. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Vous créez, vous invitez le chaos. Ne faites pas ça. Parlez autour de la table, discutez, etc. Parvenez à un accord mutuel. C'est la façon de gérer la situation. Sinon, vous allez créer le chaos dans la région. Ne faites pas ça. Je recommanderais fortement que le traité des eaux de l'Indus ne soit violé d'aucune manière, sous aucune forme. Il doit être pleinement rétabli dans sa totalité. J'ajouterais simplement que, même si l'État pakistanais n'était pas puissant, je ne pense pas qu'aucun pays n'ait le droit de décider unilatéralement de l'utilisation de l'eau. Bien sûr, c'est totalement inacceptable sur le plan éthique. Mais même, je considère que c'est acquis, que c'est totalement mauvais sur le plan éthique. Mais je dis simplement que du point de vue de la réelle politique aussi, c'est une très grosse erreur. Vous faites une énorme erreur ici. Même du point de vue de la réelle politique, vous attirez des ennuis. Avez-vous vu les images de ce qui se passait au Pakistan lorsque ces drones survolaient nos villes? Je ne sais pas si les Indiens ont vu ces images. Les gens sont sortis avec leurs fusils de chasse et fusils de chasse et d'autres munitions qu'ils avaient. Et ils ont commencé à essayer d'abattre ces drones dans le ciel. Une personne affirme même qu'elle a effectivement abattu l'un de ces drones. As-tu vu ces images? Tu vois,
Ce qui se passe quand on attaque un autre pays de cette manière, c'est que le peuple de ce pays va s'unir pour riposter. Si tu pousses quelqu'un dans ses retranchements, il va s'unir pour se défendre. Donc, couper l'eau à tout un pays. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Tu crois que l'État va s'effondrer? Ou tu penses que les gens vont se rassembler et dire « Non, nous voulons nous battre pour notre eau ». Qu'est-ce que tu crois qu'il va arriver? Réfléchis-y d'un point de vue réaliste. Même si tu n'acceptes pas l'argument éthique, j'espère quand même que tu l'acceptes, mais même si ce n'est pas le cas, c'est quand même une très très mauvaise décision. It's still just a really, really bad move, and you're inviting chaos. Et vous invitez le chaos, la guerre et des problèmes dans la région si vous faites cela. S'il vous plaît, ne le faites pas. Nous avons besoin de paix dans la région. Nous avons besoin de développement pacifique, de science et de technologie, et de croissance. Et l'Inde est en train de croître. Alors, pourquoi voudriez-vous provoquer ces troubles et vous créer des problèmes? Vous progressez si rapidement. Continuez à grandir. Nous essayerons aussi de rattraper notre retard. Et laissez-nous tranquilles. Laissez le traité sur l'eau. Laissez-nous gérer nos propres affaires. Nous voulons aussi vous laisser gérer les vôtres. Et les deux pays devraient seulement se concurrencer dans le domaine de l'éducation, de la croissance, de la prospérité et des droits démocratiques. C'est tout. Sinon, laissez-vous simplement tranquille, pour l'amour de Dieu. Voilà la solution. Voilà la formule. N'utilisez pas la guerre froide les uns contre les autres. Ne faites pas ça. N'utilisez pas l'eau comme une arme les uns contre les autres. N'utilisez pas les armes comme des armes les uns contre les autres. Lâchez prise. Nous avons notre propre pays. Vous avez le vôtre. Et maintenant, développons-les simplement. C'est ce que nous devons faire. Et arrêtez de penser que nous allons prendre ce territoire, que vous allez prendre cet autre territoire et que nous allons détruire cette partie. Que faites-vous? Arrêtez. Occupez-vous du vrai travail. Donnez à votre peuple des droits démocratiques et la prospérité. Et vous avez échoué à le faire. Vous avez une petite élite qui contrôle, par exemple, les 10% contrôlent environ 64% des ressources économiques du Pakistan. Le 1% le plus riche contrôle en gros un tiers à 40% des ressources économiques de l'Inde et du Pakistan, respectivement. Voilà la société dans laquelle vous vivez. Voilà la réalité. Changez cela. Créez une société plus égalitaire. Concentrez-vous là-dessus. Qu'est-ce que vous retirez de tout ça? Rien. Vous allez juste vous détruire mutuellement. Regardez ce qu'ont fait l'Iran et l'Irak. Ils se sont battus pendant une décennie. Qui en a profité? Personne, à part les États-Unis d'Amérique. Vous vous battez entre vous, l'Inde, le Pakistan, qui se battent entre eux. Croyez-moi, nous n'en tirerons aucun bénéfice. Ce sont les autres qui en profiteront. Les autres en profiteront à nos dépens. Alors soyez intelligents. Arrêtez de vous battre. Respectez simplement les frontières et la souveraineté nationale de chacun et concentrez-vous sur le développement de votre pays. C'est tout. Professeur Raymond, je suis heureux que nous nous soyons rencontrés après le cessez-le-feu, même si nous avions prévu de nous voir avant le cessez-le-feu, afin qu'il y ait plus de sérénité et que nous puissions discuter de questions plus durables, plutôt que de décider qui a abattu combien d'avions, de missiles et de drones. Merci beaucoup pour cela. Et oui, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous enverrai le lien une fois que nous l'aurons mis en ligne. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir et merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'avoir été invité. Merci beaucoup. Bien sûr, prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous appréciez notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche,
j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessus. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.